C'est un club très fermé, très puissant, de 5 oligarques, les 5 oligarques russes qui arment Vladimir Poutine. Le premier d'entre eux, c'est le plus puissant, Roman Abramovich, 58 ans, l'homme qui murmure à l'oreille du chef du Kremlin. Il fut pendant 19 ans, on le sait, le propriétaire du club de Chelsea à Londres. Il est l'un des actionnaires d'Evraz, l'un des 3 premiers groupes sidérurgiques russes, et sa fortune est estimée à 9 milliards de dollars. Le deuxième, c'est un magnat du pétrole, Vagit Alekperov, 74 ans, fondateur et ancien président de Lukoil, la plus grande compagnie privée de pétrole. C'est l'homme le plus riche de Russie, selon le magazine Forbes, et sa fortune est estimée à 28 milliards de dollars. Le troisième, c'est Andrei Melnichenko, 52 ans. Il a bâti son empire sur l'engrais et le charbon. C'est un très proche, évidemment, de Vladimir Poutine. Il pèse plus de 17 milliards de dollars et il est très fier de son soutien au président russe. Voici ce qu'il disait dans une interview accordée à l'animateur américain Tucker Carlson. Grateful that I was able to live through this difficult period of time. How did Putin change Russia? It was a quite natural reaction on the situation of the 90s. 90s brought a lot of, let's say, chaos in Russia. Chaos, yeah, a lot of chaos in Russia. So many people suffer. It was pretty difficult. So society was crying for the stability. That was really what was needed. And it was a great achievement what Putin did. He brought stability to Russia. Are you close to Putin? I never met him one-on-one. You've never met Putin one-on-one? Never. Le quatrième oligarque qui fait partie de ceux qui arment Vladimir Poutine, c'est Dmitri Mazepin, 56 ans, l'ancien PDG d'Uralchem, société d'engrais et de minéraux, 800 millions de dollars, c'est le montant de sa fortune. Et le cinquième, c'est Iskander Makhmudov, 61 ans, fondateur d'une entreprise de métallurgie avec une fortune estimée à 8 milliards de dollars. Ces 5 hommes ont mis leur usine au service de l'économie de guerre de Vladimir Poutine. Juste après l'offensive en Ukraine, leurs usines fournissent 75% des composants clés qui sont nécessaires, voilà, pour fonder les bombes, construire les bombes et les obus. Ce sont eux qui tiennent Vladimir Poutine ? Oui, enfin, c'est plutôt Vladimir Poutine qui les tient. Parce qu'un oligarque russe ne vit ou ne survit que quand il a fait acte total d'allégeance à Poutine, et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient aidé Poutine à prendre le pouvoir et ensuite s'en étaient séparés, en général, ont mal fini, officiels souvent par des suicides qui n'ont jamais convaincu personne. Mais effectivement, ces hommes se sont enrichis. Il faut voir que l'économie russe est une économie de guerre, oui, qui fonctionne à plein régime. 30% du budget est consacré à la défense, aux affaires militaires, c'est énorme. Et c'est aussi ce qu'un historien, je crois Ivan Seff, avait appelé l'économie de la mort. C'est-à-dire, l'État injecte énormément d'argent, notamment pour les volontaires, c'est-à-dire ils reçoivent des primes, on en parlait tout à l'heure, 30 000 euros de primes d'engagement, autant s'ils meurent, 2 000 euros par mois. Donc pour des régions entières de Russie, c'est une manne financière qui vient de l'État. Un membre de la famille meurt, mais il assure la survie de sa famille il aura plus gagné en un an comme ça que s'il avait travaillé toute sa vie. Ensuite, il y a énormément d'argent qui est injecté dans le complexe militaro-industriel. Tout l'Oural, toutes ces régions-là, il y a une économie du matériel militaire, de la fabrication de matériel militaire qui explose. Donc tout ça explique pourquoi, malgré les sanctions, malgré le fait que le rouble dévisse, l'économie russe continue à être en croissance. Et il y a à la fois cette économie de la guerre et cette économie de la mort. Et je conclurai juste à propos des oligarques. Forbes avait fait une liste de 200 oligarques les plus importants russes. Et parmi les Russes, dedans, il y en a 81 qui, d'une manière ou d'une autre, c'est une enquête qu'a fait le site Project, se sont considérablement enrichis avec la guerre, c'est-à-dire quasiment 1 sur 2. Et parmi eux, il y en a un nombre significatif, plus d'une trentaine, qui ne sont l'objet de sanctions que de la part de l'Ukraine, mais pas des Occidentaux, pas des Américains, etc. Donc il y a aussi tout cet écosystème qui, d'une certaine façon, a aussi intérêt à ce que la guerre perdure. Bélir Nabli.
Oui, non, mais ces oligarques sont constitutifs du régime. Il y a une relation d'interdépendance. Ils sont nés du régime qu'a constitué, qu'a forgé Vladimir Poutine, et aujourd'hui ils le nourrissent. Donc il y a une relation d'interdépendance qui fait qu'effectivement l'avenir de la Russie de Poutine est lié à ces oligarques, et c'est en cela qu'ils ont fait aussi acte d'allégeance. C'est parce qu'ils voient bien que leur statut d'oligarque est lié à ce régime-là. Et les autres oligarques qui ont pu exister dans l'histoire récente post-communiste, donc de la Russie, ont été éliminés dès lors qu'ils ont refusé de faire acte d'allégeance. Donc il y a une interdépendance, et j'ajouterais même un autre élément, c'est que Vladimir Poutine lui-même s'est enrichi grâce au régime qu'il a fait émerger, qu'il a constitué. Lui-même, finalement, s'est enrichi grâce au régime. Et c'est un phénomène vraiment intéressant parce qu'il est minoré, on ne voit à travers lui qu'un homme de pouvoir, mais c'est un homme de pouvoir intéressé. Qui donc a joué de ce qu'on appelle la corruption, tout simplement. Ces oligarques sont le produit d'un système de corruption que Vladimir Poutine a mis en place, qu'il a alimenté et qui lui a permis de s'enrichir lui et sa famille. Donc c'est un élément extrêmement important. Et dernier élément de mise en perspective, qui, je l'espère, fera peut-être le trait d'union avec votre émission d'après sur ces milliardaires qui font le monde, pour paraphraser le titre de votre émission. C'est un élément vraiment qui n'est pas totalement nouveau, mais qui prend une dimension relativement nouvelle, je dirais. C'est le poids, effectivement, des riches dans les affaires du monde, si j'ose dire, et y compris dans les régimes démocratiques. Parce que là, on est à quelques jours, à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir officiel à la Maison-Blanche de Donald Trump. Donald Trump est un milliardaire soutenu par des milliardaires et qui se met au service, à travers le programme qu'il a toujours défendu, mais au service de milliardaires. Et là, il y a vraiment une question qui se pose, en particulier, encore une fois, du point de vue des régimes démocratiques, qui se voient de plus en plus également menacés par le spectre de ce qu'on appelle l'oligarchie, voire la plutocratie, le gouvernement par les plus riches. C'est un phénomène vraiment qu'il faut prendre au sérieux. Alors on cite souvent le cas de M. Musk, dans la mesure où il instrumentalise à la fois sa richesse et ses propriétés, on pense tous à X, pour précisément mettre au service son réseau social, au service de ses idées, et des idées qui ne sont pas forcément démocratiques, puisqu'il soutient publiquement, manifestement, les forces d'extrême droite aux États-Unis comme en Europe. Et donc là, mieux vaut être conscient de ce jeu-là, de cette stratégie mise en œuvre par certains milliardaires qui s'imposent dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans la vie publique, dans la vie démocratique, avant que ça soit trop tard. Un mot, colonel. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que la notion de Kriegsunternehmer, c'est-à-dire d'entrepreneur de guerre, n'est pas nouvelle, puisque le duc de Friedland, Albrecht Wallenstein, pendant la guerre de 30 ans, avait permis à l'empire, futur empire d'Autriche, mais qui était actuellement, qui était à l'époque le Saint-Empire romain germanique, de l'emporter sur les protestants. La difficulté pour ces milliardaires, ces entrepreneurs de guerre, c'est qu'ils risquent, comme Prigogine et comme Wallenstein, de le payer de leur vie. Oui. Puisque dès lors qu'ils deviennent trop puissants politiquement et qu'ils deviennent des gêneurs, ils auront toujours des remplaçants, mais le chef d'État finira par les sacrifier.